Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 tous les jours, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et avec Flavie Flamand qui est toujours avec nous. Et alors non, vous n'êtes pas en train d'écouter l'émission d'hier. Je reçois bien à nouveau la biochimiste, spécialiste de la nutrition et auteur de ce livre sorti hier, 9 mois qui comptent pour la vie, Jessie Inchospé. Bonjour Jessie. Bonjour. Et merci de revenir, j'ai l'impression d'être dans un jour sans fin. C'est le jour de la marmotte. Sous le bureau là, c'est super. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Mais on s'était pas tout dit hier. Il fallait poursuivre cette interview au cas où vous êtes libre lundi ou pas. Alors il faut que je vérifie Thomas, là ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et alors je disais, vous connaissez déjà toutes les deux avec Flavie Oui, Flamand, on a vous êtes déjà fait croisées des plateaux, Ouais. j'ai déjà reçu Jessie à la radio. Enfin voilà, donc ouais. Et puis alors évidemment, je suis les actualités de Jessie qui a eu un Voilà. bébé. Il y a eu un bébé. Et alors vous-même, en tant que maman de 2 enfants, grands maintenant, Oui. ça va vous intéresser. Néanmoins, cette influence déterminante de l'alimentation sur la santé de l'enfant à naître. Est-ce que d'ailleurs vous étiez du genre à faire très attention à votre alimentation quand vous étiez oui, enceinte? quand j'étais Flavie enceinte. Ah oui. Beaucoup plus que le qu'aujourd'hui. reste du temps. Ouais. Non, aujourd'hui, je fais super gaffe. Pourquoi Ouais. vous dites ça en Non, je riant, sais pas, parce que vous dites. Non, Juste à ce moment-là, je faisais gaffe. non, mais je faisais davantage attention parce que justement, je portais la vie, quoi, et ça me Ouais. semblait hyper important. C'est vrai que ça met une petite Non, pression. Tu es d'accord? Absolument, après c'est super de penser comme ça, mais je pense que c'est pas assez ancré dans les têtes des futurs parents qu'en fait quand on est enceinte, on est un peu une magicienne qui crée la vie et c'est un moment important. Et idéalement, il faudrait que cette science soit super accessible et que tout le monde soit déjà au courant des pouvoirs des femmes pendant la grossesse. Enfin, véritablement, on est des magiciennes. Et alors, vous listez quelques aliments essentiels au développement du bébé. On a compris hier que la femme enceinte doit manger 3-4 œufs par jour, Bien cuit, hein. bien cuits, Attention. Hein. pour avoir suffisamment de choline dans C'est son bien, Thomas. organisme, même si ça s'écrit choline. Oui. Mais vous nous dites aussi qu'il ne faut pas qu'elle lésine sur le poisson. Pourquoi? Tout à fait. Alors le poisson, notamment les petits poissons gras, contiennent des oméga 3. Donc les oméga 3, on a déjà entendu parler, mais il y a un oméga 3 en particulier qui s'appelle le DHA, qui en fait connecte les neurones du bébé pendant le développement dans l'utérus. Et aujourd'hui, 70 à 95% des femmes enceintes n'en ont pas assez. Et ce qui est super intéressant sur le DHA, c'est que c'est obligatoire dans les laits infantiles. Donc on sait que c'est très important pour le développement du bébé après la naissance. Cependant, c'est au 3e trimestre de la grossesse que la majorité du DHA est fixée dans le cerveau du bébé. Et on n'en parle pas du tout aux femmes enceintes. On ne dit pas aux femmes enceintes, attention, 3e trimestre, fais bien attention à ta consommation de poisson, alors qu'on devrait. En revanche, pas de thon ou de saumon. Ouais. Oui, alors ils sont hauts en mercure. Alors ce qui est intéressant sur le mercure, c'est que bien que ce soit un souci, en fait on se rend compte qu'il y a tellement d'avantages à manger du poisson que même s'il y a des problèmes de toxicité, il vaut mieux manger du poisson que de ne pas en manger. Okay. En revanche, par exemple, anchois, sardines, c'est plus bas en mercure. Macro, super, hareng. Ouais. Donc 3 fois par semaine, une petite barquette de sardines, ça suffit. Hein. Et les ça fruits coûte de mer 2 €. Et même les sardines en boîte, hein, c'est très très Ouais, bon. tout à fait. Les fruits de mer, il faut faire attention quand on est enceinte parce qu'il ne faut pas que ça nous rende malade. Donc il vaut mieux prendre une petite sardine anchois en boîte. Voilà, conserve, easy. 3e indispensable pour la femme enceinte, les protéines. Ça, vous avez découvert que 70% des femmes enceintes n'en consommaient pas assez. Ouais. D'ailleurs, en général, enceinte ou pas enceinte, oui, c'est ce tous, dire. on ne mange pas assez de protéines. Non, moi, vous inquiétez pas, ça va. Je suis inquiet sur rien. Je suis les prescriptions à la lettre. Vous êtes au-dessus des taux. En fait, les protéines, on associe ça souvent aux muscles. En fait, c'est pas du tout juste les muscles. Il y a des millions de choses dans le corps qui sont faites de protéines, que ce soit la peau, notre système immunitaire, nos organes. Et quand on est enceinte, il faut quand même se rappeler qu'on est en train de créer un nouveau corps humain de 0 quand même en 9 mois dans notre ventre, et donc notre bébé a besoin de protéines pour se former. Et à la naissance, si on exclut l'eau, un bébé est composé à 50% de protéines. Donc il faut en manger. Et on voit dans les études animales que lorsqu'une maman ne consomme pas assez de protéines pendant la grossesse, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ses muscles commencent à fondre pour donner en fait les protéines au bébé. Et deuxièmement, il se pourrait qu'il y ait une programmation épigénétique chez l'enfant dès la grossesse qui dit à l'enfant: mon petit chéri, tu vas naître dans un monde où il n'y a pas beaucoup de protéines, du coup garde tes muscles plus petits et priorise tes organes essentiels. Et chez les animaux, on voit que même après la naissance, si l'enfant a accès à beaucoup de protéines, il restera plus petit et moins musclé si la maman n'a pas mangé assez de protéines pendant la grossesse. Et sous quelle forme il faut les manger, les protéines? En fait, ça peut être n'importe quelle forme. Donc protéines animales, protéines végétales, donc viande, poisson, laitage, tofu, noix, poudre de protéines, tout ce qu'on veut. Des œufs. Ce qui est bien avec les œufs et les sardines, c'est qu'en fait, à la fois ça donne choline et oméga 3 et à la fois ça donne des protéines. Mais alors, par contre, il y a un nutriment qu'on consomme toujours trop. On y revient toujours avec vous. Je sais, je suis vraiment désolée. C'est le glucose, le sucre. Les femmes enceintes en consomment trop, comme nous tous. Mais en même temps,
je me dis, c'est encore plus dur pour les femmes enceintes de résister à ces envies qu'on peut tous avoir. Absolument. Et en fait, dans les études sur les animaux également, on se rend compte que pendant la grossesse, les animaux reçoivent davantage de dopamine dans le cerveau, donc de molécules du plaisir, lorsqu'ils consomment du sucre. Donc c'est possible que chez les femmes enceintes, ce soit la même chose, que le petit cookie ou le petit chocolat ou la glace ait meilleur goût et nous procure plus de sensations de bien-être. Et donc pendant la grossesse, mais ça c'est le cas pour tout le monde en fait, il faudrait regarder les recommandations de l'OMS et essayer de rester en dessous de 25 grammes de sucre par jour. Mais 25 grammes de sucre, ça va très vite. Ouais. En fait, un grand verre de jus d'orange, et c'est fini. Ouais, c'est ça. Et dans les études sur les humains, cette fois-ci, on se rend compte que lorsqu'une maman réduit la consommation de sucre pendant la grossesse, son bébé est moins vulnérable au diabète à l'âge adulte. Ça, c'est dingue. Donc, la quantité de sucre qu'on mange lorsqu'on est enceinte va directement dans l'organisme du bébé, dans notre utérus. Il n'y a pas de filtre, en fait. Il faut se rendre compte de ça. Et programme subtilement l'ADN de notre bébé et ses organes pour sa santé future. Oui, parce qu'on pensait que le placenta, ça filtrait tout, mais en Ouais. fait, vous nous expliquez que pas du tout. Bah, pas du tout. En fait, le placenta, c'est l'organe qui rapproche notre circulation sanguine de la circulation sanguine du bébé pendant la grossesse. Et on peut se dire, de toute façon, mon bébé va prendre tout ce dont il a besoin, il n'y a pas de souci. En fait, le placenta n'est pas un filtre. Le placenta fait complètement confiance. Il se dit, si quelque chose est en grande concentration dans le sang de la maman, probablement, il doit être en grande concentration dans le sang du bébé. Et on le sait, Thomas, parce qu'on sait, on dit aux femmes enceintes, attention à l'alcool, attention aux toxines. On sait que ça passe, mais on ne parle pas assez de ça pour les nutriments. Vous aviez des envies de femmes enceintes comme ça, Flavie, vous vous souvenez de ça? Oui, j'ai eu des envies. J'ai dévoré des tonnes de litchis. Pour mon Des premier, litchis. parce que c'était en décembre. Et d'ailleurs, maintenant, quand j'en vois, je peux plus. Voilà. Et Enzo, c'était plus du salé, tu vois. J'avais plus envie de fromage. Ouais. Et Genre alors, de trucs qui doivent vous plaire. Ouais. vous, c'était vraiment les viennoiseries. Vous le racontez dans votre livre, Alors, Jessie, le à truc, fond c'est- les viennoiseries. Au premier trimestre, j'avais beaucoup de nausées, comme Ouais. beaucoup d'entre nous. Et donc, je vous raconte tout ça, les œufs, les sardines, les machins. En vrai, pendant 4 mois, moi, j'ai mangé que des pains au chocolat. Donc voilà, on C'est fait ce bien de qu'on le dire peut. aussi. On fait ce qu'on peut. Et vous Évidemment. racontez aussi votre accouchement assez particulier Ouais. dans ce livre, puisqu'il s'est fait dans l'eau. On va en parler dans un instant. Ouais, Mais d'abord, à la maternité de Nanterre, qui est géniale, qui est très physiologique. Ouais. Ouais, dans l'eau, dans un bain. Ouais. on va raconter ça tout à l'heure. Mais d'abord, à nouveau. Tout à l'heure. Europe 1. Allez, vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et avec votre invité ce matin, Thomas, vous recevez Jessie Inchospé. Vous montrez son livre là actuellement sur europe1.fr et sur Europe 1 TV. Son livre, c'est 9 mois qui comptent pour la vie. Il est sorti hier aux éditions Robert Laffont. Et ça fait effectivement 2 jours que je montre ce livre. C'est la promo la plus longue du monde. Mais il est Personne n'a jamais bénéficié de ça dans Jamais. l'histoire de Culture Média. C'est une grande première. Même C'est Sting. Jessie Inchospé. Même Sting, effectivement, vous avez raison. Mais parce que vous racontez beaucoup de choses dans ce livre, et alors des choses aussi plus personnelles et assez touchantes même. Vous racontez notamment un épisode douloureux, parce qu'avant d'avoir eu votre premier enfant, Jessie, vous étiez tombée enceinte une première fois, et au bout de 14 semaines de grossesse, le docteur vous annonce au cours d'une échographie de routine que le cœur de l'embryon ne bat plus. C'est ce qu'on appelle de manière assez laide une fausse couche. Fausse Et couche silencieuse. silencieuse. Parce que silencieuse sans symptômes. Je n'avais aucune idée. Ouais. Mm. Oui, c'est pour ça que vous y attendiez pas du tout. Ah, mais et que pas vous du dites que tout. ça a été un choc énorme. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'en Énorme. parler, parce qu'on s'y attend pas Absolument. et ça peut nous tomber dessus. Et en fait, je me sens quand même assez bien informée et ça m'a complètement choquée. Je ne savais pas que c'était très commun, les fausses couches, on n'en parlait pas trop autour de moi. Et donc quand ça m'est arrivé, j'ai juste pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis sentie extrêmment seule. Ouais. Et après, je me suis renseignée. En fait, une grossesse sur 5 en France se termine en fausse couche, en fait. Certaines très tôt, dont on n'est même pas au courant, certaines plus tard. Et les langues autour de moi sont un petit peu déliées. Mhm. Quand j'en ai parlé, j'ai appris que de nombreuses femmes dans ma famille avaient vécu des fausses couches, mais ne m'en avaient jamais parlé. Et je me suis sentie très seule et je me suis dit, j'ai envie de raconter cette histoire dans mon livre pour que, si ça peut aider quelques personnes qui sont passées par là, de se sentir un petit peu moins seule, ça pourrait être bien, parce que, tu vois, je faisais tout ce qu'il fallait faire, entre guillemets. J'étais informée, je mangeais beaucoup de pain au chocolat, mais je prenais les bons compléments alimentaires, je fumais pas, je buvais pas, et malgré ça, les fausses couches, on ne peut pas les contrôler. Et ça veut dire que vous avez culpabilisé? Vous vous êtes posé des questions, vous Je avez me dit suis est-ce que j'ai est-ce tout c'est bien quelque chose fait? que j'ai fait, bien Ouais. sûr, bien sûr. Et en fait, ensuite, en regardant les études, je me suis dit, statistiquement, c'était probablement un problème génétique ou chromosomique auquel je n'aurais pu rien faire. Mais c'était extrêmement douloureux. Et ce qui a été encore plus douloureux, c'est ensuite, après, de passer par le deuil et de me demander, est-ce qu'il faut que j'ai fait
le deuil de cette fausse couche avant de pouvoir retomber enceinte, d'un côté un peu spirituel ou psychologique. Et en fait, je me suis rendu compte que cette douleur coexisterait toujours avec mes prochaines grossesses. Et donc, j'ai décidé de réessayer. Et là, la grossesse s'est bien passée. Mais j'étais extrêmement anxieuse. Tout au long de la grossesse avec mon fils. C'était très, très, très dur. Ouais. Et alors, vous racontez aussi votre accouchement dans ce livre. Vous avez souhaité accoucher dans l'eau, vivre une naissance naturelle, sans intervention. C'est quoi les bienfaits, l'intérêt d'accoucher dans l'eau ? Bah alors, l'eau en soi peut réduire un petit peu la douleur des contractions. Mais pour moi, c'était pas vraiment une question de qu'est-ce qui est mieux, quels sont les bienfaits. C'était vraiment une conviction personnelle et je peux pas l'expliquer. Mais même avant d'être enceinte, je savais que pour moi, je ne voulais pas qu'on m'accouche. Je ne voulais pas qu'un médecin m'accouche, je voulais accoucher par moi-même. Et donc, ça a été une grande préparation. J'avais une super doula qui s'appelle Elsa Usan. J'ai dû beaucoup travailler pour trouver une maternité qui était pro-physiologie. Et du coup, ça s'est bien déroulé. Après, on n'est jamais à l'abri de complications pendant l'accouchement. Donc, j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de complications et que j'ai pu aller au bout de mon projet. Du beau projet qui est là désormais et qui va très bien, qui se porte très bien. Avril, détails sur Fiat.fr. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas, comme hier, Jessie Inchospé, pour son livre 9 mois qui comptent pour la vie, disponible aux éditions Robert Laffont. C'est un livre riche, voyez, on a besoin de 2 jours pour vous en parler. Et très important, si je ne m'abuse. Bien sûr. Absolument. Et alors, on va parler d'un film aussi très important ce matin, Olivier Benkemoun, Les rayons et les ombres. C'est avec Jean Dujardin. Oui, film vraiment à pas rater. C'est remarquable ce qu'a fait Xavier Giannoli qui s'attaque à un tabou français, la collaboration. Et ce qui intéresse précisément Giannoli, c'est le glissement vers la collaboration par des gens qui n'ont cessé de dire on savait pas. En France, les gens sont pas nés collabos, ils sont devenus collabos par opportunisme, par intérêt, par peur, par envie de conserver leurs privilèges pour s'enrichir. Et Giannoli vraiment s'intéresse particulièrement à la presse, à la politique et au cinéma. Plus jamais ça, car la guerre ne résout rien. Au début des années 30, mon père et Otto étaient des pacifistes convaincus. Je voudrais raconter comment on en est arrivé là. 3 personnages principaux, Corinne Lucher, la narratrice, starlette de cinéma en devenir, elle n'a pas 20 ans au moment de l'occupation, et on ne lui a jamais pardonné d'avoir été une star à ce moment-là. Elle était la fille de Lucien Lucher, c'est le personnage important, journaliste de gauche, patron de presse, ami de cercles littéraires, qui aurait pu devenir et avoir un grand destin politique s'il n'avait pas rencontré très jeune Otto Abetz, militant pacifiste allemand, lui aussi de gauche, ils se rencontrent avant-guerre, tous deux faisaient des conférences pour la réconciliation, et puis Otto Abetz, grand francophile, a été rattrapé par les nazis et a servi les intérêts d'Hitler en devenant ambassadeur des nazis à Paris. Et le film tourne autour des relations entre Lucher et Abetz. Abetz qui a permis à Lucher de réaliser son rêve, en réalité, monter son quotidien, mais en échange, il a dû accepter des contenus infâmes dans son journal. Lucher est devenu petit à petit le porte-parole, l'incarnation de la collaboration. L'Allemagne veut la paix. Je crois qu'il faut maintenir le dialogue avec Hitler. Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les 2 pays. Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration ? Voilà. Alors ce qu'a fait Giannoli, c'est le portrait de ces salauds de collabos, actifs ou passifs. Corinne Lucher, qui n'a jamais tourné pendant la guerre, était la fille de son père, ce qu'on lui reprochait aussi. Elle a profité, cela dit, du champagne, de la fête, politiquement, elle n'a peut-être pas d'avis, mais en tant que starlette, elle était un atout dans les réceptions de l'ambassadeur des nazis. Et c'est cette zone grise, en réalité, que Giannoli plante Giannoli sa caméra. Et je précise quand même que ce sont des personnages qui ont existé, ce sont des personnages réels, évidemment. Moi, je savais pas. On nous traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo ? Tout ça, c'est ta faute, moi, j'ai rien fait ! J'ai rien à justifier. Voilà, j'ai pas parlé de la question juive, la question de l'antisémitisme qui traverse le film, mais elle n'est pas traitée frontalement. On en parle, mais on voit pas une étoile jaune, pas une rafle. En revanche, les éditos publiés dans le journal de Lucher sont ignobles. Jean Dujardin est très bon, il est très intense, tout comme cette jeune révélation, Nadia Golubeva qui joue Corinne Lucher. C'est aussi. Il paraît qu'elle est géniale. Ouais, c'est aussi un film qui a de grandes qualités de cinéma, avec un gros budget, 30 millions, la reconstitution de Paris occupé, les costumes, les soirées mondaines
scène qui se transforme en orgie. C'est à la fois à vomir et à la fois c'est du cinéma. Et c'est compliqué de dire il y a des super scènes de ciné quand le sujet est celui-ci. Mais à mon avis, c'est quand même un grand film, un film important sur un sujet qui manquait. Ça dure 3h15. 3h15, ouais, 3h15. Et c'est du grand Giannoli. Les rayons et les ombres, c'est à voir en salle cette semaine. Merci Olivier Benkemoun. Je reviens à vous, Jessie Inchauspé, parce que je repense à votre premier livre qui s'appelait Glucose Révolution, que la terre entière a lu parce qu'il a été traduit un peu partout dans le monde. Ça a eu un impact énorme. Un livre qui était basé sur beaucoup d'études que vous vulgarisiez, mais aussi sur des tests que vous réalisiez vous-même grâce à un capteur de glycémie. Et est-ce que capteur que j'ai d'ailleurs porté pendant mon accouchement, et il y a la courbe de glucose de mon accouchement dans le nouveau livre. Voilà, et où on voit effectivement que forcément il y a un pic qui se déclenche, et c'est des capteurs qu'utilisent les diabétiques. Alors non, aujourd'hui en fait il y a des capteurs qui sont créés pour les gens qui n'ont pas de diabète. C'est ceux-là que j'utilise. C'est ceux-là que vous utilisez. Et est-ce que vous recommandez à tout le monde de tester ces capteurs ? Je pense que si on sent un intérêt et qu'on a envie de voir comment fonctionne l'intérieur de notre corps pendant 2 semaines, c'est très intéressant. Et tout d'un coup, on se rend compte, quelque chose que je mangeais ou que je buvais qui paraissait bon pour moi, en fait, fait un énorme pic de glucose et en fait est la cause de mes fringales et de ma fatigue. C'est quand même très illuminant comme expérience. C'est facile à utiliser, ça se met... Ouais, c'est très facile à utiliser. Ouais. En fait, ça vient avec un applicateur. En fait, clac, clac, comme ça fait pas mal. Et ça place une petite fibre très, très fine sous la peau pendant 2 semaines qui mesure en fait avec un procédé chimique le taux de glycémie dans le corps. Et on retrouve la courbe sur notre téléphone. En temps réel. Parce qu'avant, c'était une petite aiguille et c'était sur une goutte de sang. C'est très simple, ça fait pas mal du tout. Moi, j'ai eu la chance de le tester comme ça pendant quelques jours, et c'est vrai que c'est assez marrant de voir dans l'immédiat, dès que vous mangez des sushis ou que vous buvez un soda, par exemple, vous voyez votre courbe exploser d'un coup. Mais alors, il y a des médecins là-dessus qui ont dit que c'était pas très grave, ces grands pics de glycémie, que le corps est une machine formidable et qu'il est fait pour rétablir l'équilibre. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous ? Mais je suis tellement pas d'accord. Donc en fait, dans les pics de glucose, il y a différentes catégories. Il y a les pics qui sont normaux, qui vont jusqu'à plus 50 mg après un repas. Et il y a les pics énormissimes, qui jusqu'à présent on pensait étaient seulement atteignables par les gens qui ont un diabète. Et depuis environ 10 ans, on a remarqué que chez les gens non diabétiques, on peut quand même avoir des pics énormes qui créent vraiment des problèmes inflammatoires, de glycation, de libération d'insuline. Et donc dire que le pic de glucose c'est seulement important quand on a un diabète, c'est comme dire se brosser les dents, c'est seulement important quand on a des caries. C'est pas vrai. Il faut apprendre à tout le monde la prévention parce que le diabète est un énorme problème global aujourd'hui. Et donc, en apprenant des petits conseils simples à lisser sa glycémie, on peut prévenir des maladies, on peut réduire le risque d'Alzheimer quand on est plus vieux. Enfin, il y a beaucoup d'avantages. Parce que ça joue même sur la santé mentale. Alors, on sait par exemple que lorsqu'on a une glycémie un peu trop élevée quand on a 30 ou 40 ans, ça augmente le risque d'avoir Alzheimer quand on est beaucoup plus vieux. Donc notre taux de glucose est très important et il faut vraiment le garder en bonne santé dès qu'on peut en fait. C'est pas accessoire, c'est essentiel pour la santé. Ça peut jouer sur la déprime, la dépression ? Alors, on sait que chez les personnes qui ont un régime qui est très haut en pic de glucose, il y a plus de symptômes de dépression. On ne sait pas si c'est une cause exacte, mais en tout cas, c'est corrélé. Et alors, pour revenir à votre nouveau livre, vous pensez qu'ils peuvent avoir un impact aussi sur le développement d'un bébé in utero, ces pics de glycémie ? Alors, en fait, quand on a un pic de glucose en tant que maman, quand on mange beaucoup de sucre pendant la grossesse, le pic de glucose va également dans notre bébé. Et ça, c'est assez choquant de s'en rendre compte qu'il n'y a pas de filtre en fait. Un gros pic chez la maman fait un gros pic chez le bébé. C'est immédiat. Bah oui, c'est immédiat. Parce qu'il n'y a pas de filtre. Le placenta fait confiance et pense que s'il y a beaucoup de glucose dans le sang, il faut qu'il soit chez le bébé. Alors, c'est compliqué parce que quand on est enceinte, on a envie de manger plus de sucre, comme on en parlait. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? L'idée, c'est pas d'essayer de se restreindre tout le sucre, mais c'est d'utiliser les conseils de mon premier livre, d'ailleurs, également pendant la grossesse, pour essayer de réduire l'addiction au sucre, pour réduire les pics de glucose lorsqu'on mange des glucides et des sucres. Et mon livre est plein de conseils pratiques et sensés. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai mangé beaucoup de pain au chocolat enceinte, mais j'ai utilisé des outils pour réduire l'impact sur mon fils. Et alors, quand on est enceinte, évidemment qu'on ne peut pas boire d'alcool, mais il y a forcément des femmes qui en ont bu au début de leur grossesse, par exemple, sans savoir qu'elles étaient enceintes. Est-ce que c'est grave, ça ? Parce qu'on dit que les tout débuts, c'est pas très grave. En fait, les 3 premiers mois de la grossesse, le bébé n'est pas encore connecté à notre circulation sanguine. C'est seulement à partir du 2e trimestre qu'on crée une véritable symbiose. Donc, le premier trimestre, en soi, c'est un peu moins grave, parce qu'il n'y a pas cette connexion très forte qui est établie. Donc, mais c'est 2e et 3e trimestre où là, il faut vraiment faire attention. Alors, premier trimestre, il faut également faire attention. Mais bon, biologiquement, c'est pas la même chose, encore.
Ok, vous retrouvez tous ces conseils dans ce livre, 9 mois qui comptent pour la vie, signé Jessie Inchauspé. C'est passionnant. Merci beaucoup, Jessie, Thomas, d'être venue 2 fois à ce micro sur Europe 1. C'était un bonheur de vous recevoir. Merci.